Apple n'a jamais été une entreprise comme les autres. Elle est devenue en quelques décennies l'une des puissances économiques les plus redoutables au monde, avec aujourd'hui autant de trésorerie que l'État français. Mais comment une marque partie de rien a-t-elle réussi à transformer des objets du quotidien en symboles de réussite? Dans cette vidéo, on va retracer son ascension fulgurante, explorer les stratégies marketing qui en ont fait un mythe et surtout répondre à une question qui divise. Le marketing d'Apple est imbattable, mais ses produits font-ils encore rêver? De la vision de Steve Jobs aux méthodes de Tim Cook, Apple est bien plus qu'une marque, c'est un miroir de notre époque, un géant qui façonne notre rapport à la technologie, mais qui pourrait aussi être en train de perdre son âme. Pour comprendre la révolution d'Apple dans l'informatique, il faut remonter à ses débuts. On est le 1er avril 1976 en Californie, dans un petit garage modeste, quand Apple voit le jour. Quand on pense à Apple, on voit cet homme, Steve Jobs. Mais en réalité, il n'était pas seul. À ses côtés, il y avait Steve Wozniak, un génie des machines, capable de transformer n'importe quel circuit en réelle innovation. Et avant Apple, les deux Steve s'amusaient déjà avec les Blue Box, c'est des petits appareils qui permettaient d'appeler. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les modifiaient et ils les revendaient un peu illégalement, mais en tout cas, ils faisaient toujours ça par passion. Pour Wozniak, créer des machines, c'est pas juste un travail, c'est une vraie passion et c'est surtout sa raison de vivre. Après avoir posé les bases dans leur garage, en 1975, Wozniak crée le Apple Computer One et le premier logo voit le jour. À cette époque, ça ressemble un peu à un design étrange qui, pour moi, ressemble plutôt à un médicament qu'autre chose. Et c'est là que c'est un succès, parce qu'en à peine 10 mois, 175 machines sont vendues au prix de 666 €. C'est le début d'une réelle révolution informatique, le début d'une entreprise qui va révolutionner le monde de la technologie. L'Apple Computer 2 et le 3 vont marquer un changement dans le design des produits, mais c'est surtout en 80 qu'on va voir l'entrée en bourse d'Apple. Dès sa première année, Apple vend plus de 4 millions d'actions, mais c'est aussi le moment qu'arrive un concurrent direct, IBM. IBM, c'est une entreprise déjà présente dans l'informatique avant Apple qui commence à s'intéresser à l'entreprise en se posant des questions sur le potentiel risque que Apple représente. Dans les années 80, en à peine 5 ans, Apple constitue déjà une équipe de plusieurs milliers d'employés. Mais c'est en 85 que les choses vont changer. Wozniak décide de quitter Apple parce qu'il considère en fait que Jobs commence à avoir des idées un peu trop individualistes. La société commence à perdre de l'argent, donc une décision radicale est prise. Jobs est viré de sa propre entreprise. Avec cette décision, IBM reprend ses parts de marché, mais Jobs va pas s'arrêter là. L'année de son expulsion, il décide de créer Next, une entreprise dans le domaine de l'informatique, mais il décide surtout de racheter Pixar, ce qui va permettre de créer des films d'animation à partir de la technologie. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on voit des films comme Toy Story sortir au cinéma aujourd'hui. Puis en 97, Apple rachète Next et donc signe le retour de Jobs dans l'entreprise. Et Jobs revient avec une idée claire, l'invention de l'iMac. Visuellement complètement différent et innovant, il marque le début d'une nouvelle ère. Ces produits ne sont plus de simples machines, ils bouleversent le monde de la tech. Ensuite, le succès continue avec l'apparition de l'iPod, qui fait exploser la cote de l'entreprise. Puis vient 2007, une année qui a marqué notre façon de consommer grâce au téléphone, puisque c'est la création de l'iPhone. On reviendra plus tard sur cette année, mais il faut savoir que grâce à tous ces produits, en 2011, Apple devient la première puissance mondiale. Mais malheureusement, cette année, Steve Jobs meurt d'un cancer. We begin with breaking news. Apple says the company's co-founder, Steve Jobs, has died. In a brief statement, the company said Jobs died today. It is widely known that he had been battling pancreatic cancer for some time. Jobs was 56 years old. Cette mort marque la fin d'un chapitre, mais Apple le rend immortel. Derrière lui, il laisse une philosophie simple mais puissante, réduire la gamme de produits pour ne garder que l'essentiel, simple mais efficace. Une vision qui continue de générer des milliards en bourse et qui prépare la transition vers une nouvelle ère, l'ère Cook. Depuis la disparition de Steve Jobs, c'est Tim Cook qui reprend les rênes de l'entreprise. Et dès le départ, il est clair que Cook n'est pas Jobs. Depuis son arrivée, il est clair qu'Apple devient une entreprise plus stable et rentable, mais avec un peu moins de cette magie qui faisait vibrer les produits de Jobs. Cook est l'homme de l'ombre, discret, méthodique et plus intéressé par le chiffre d'affaires et les actionnaires de l'entreprise plutôt que par l'innovation spectaculaire. La question se pose alors, est-ce que Tim Cook est le bon CEO pour Apple ?
Pour comprendre, il faut revenir sur sa carrière. Avant Apple, Cook travaillait chez IBM en tant que simple stagiaire et il a gravi petit à petit les échelons pour arriver directeur des opérations. Et quand il rejoint Apple, pour lui, travailler avec Jobs, c'est un véritable privilège. Mais c'est aussi un défi immense. Cook s'occupe de la réduction des coûts de production ainsi que la logistique et des négociations avec la Chine pour optimiser les coûts. Et contrairement à Jobs, Cook n'a jamais connu l'échec. Son style est plutôt classique, simple, moins charismatique, mais il est incroyablement efficace. Sous sa direction, Apple continue de générer des milliards et reste leader mondial. Et en réalité, Jobs et Cook sont parfaits pour leur époque respective. Jobs, le visionnaire disruptif qui explose tout à son époque, et Cook qui transforme une vision claire en un succès durable. 2007, cette année, on l'a déjà évoqué, mais il faut revenir dessus. Steve Jobs monte sur scène et dit ces mots légendaires. Today, Apple is going to reinvent the phone. Apple devient alors le plus grand innovateur du 21e siècle. Jobs ne se contente pas de créer un produit. Il crée des objets tellement beaux et différents qu'on est presque obligé de les acheter. Mais derrière cette magie, il y a une stratégie marketing bien précise. Apple ne vend pas seulement un téléphone, elle vend une idée et un produit 3 en 1. Téléphone, lecteur de musique et navigateur internet. L'iPhone n'est pas qu'un gadget, c'est une dimension identitaire. Acheter un iPhone, c'est rejoindre une communauté et faire partie d'un monde pensé comme le futur. La folie était telle que les gens dormaient devant les magasins pour être parmi les premiers à en posséder un. Avec l'iPhone 6, ce sont près de 4 millions d'unités vendues en à peine 3 jours. Puis Apple continue de se transformer, acquisition de Beats et départ progressif de Johnny Ive, le génie créatif derrière le design emblématique car les relations étaient parfois tendues avec Tim Cook. Et peu à peu, le design se transforme en finance pure, marquant la fin d'une ère où Jobs pouvait se concentrer sur le produit. Mais malgré ça, l'entreprise change de stratégie, elle réduit sa gamme, travaille sur le marketing et vend avant tout une histoire, pas un simple produit. Chaque publicité raconte une narration, chaque lancement crée une expérience. Et c'est cette magie qui transforme Apple en légende. Mais Steve Jobs a réellement redéfini Apple en 97 quand il revient. Le logo devient plus créatif, le slogan Think Different symbolise une nouvelle philosophie. L'entreprise ne vend pas seulement des produits, elle vend une expérience. Aujourd'hui, une étude montre que 91% des clients d'Apple ont déjà acheté un produit de la marque. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont attirés par bien plus que le simple développement technologique. En réalité, ils achètent l'expérience Apple et au-delà de ça, une réussite sociale. Avoir un iPhone, c'est pas juste avoir un téléphone, c'est faire partie d'une communauté. Et ça, c'est le pouvoir unique de la marque. Apple ne vend pas un produit, il vend une identité. Même à Hollywood, aucun méchant n'apparaît jamais avec un produit Apple. Une règle stricte imposée par la marque pour protéger son image. Mais la marque utilise une stratégie encore plus puissante, celle du pricing et de la psychologie de vente. Chaque année, tu as le choix entre 3 modèles d'iPhone et elle ne cherche pas à te vendre le plus cher ou le moins cher, mais celui du milieu. Il n'existe pas d'iPhone à moins de 700 € et pourtant tout le monde achète. Et pourquoi? Parce qu'Apple ne cherche pas à se comparer à la concurrence, elle a une valeur perçue bien supérieure. Dans ta tête, quand tu achètes un iPhone, en réalité, tu le payes cher parce que tu dis que c'est un investissement. Tu le garderas plus longtemps et profiteras pleinement de l'écosystème. L'écosystème Apple, c'est l'avantage concurrentiel de la marque. Avec le One More Thing de Steve Jobs, ça montre bien qu'il y a toujours des compléments aux produits proposés. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou même AirPods, tout communique parfaitement grâce au cloud. Résultat, Apple a créé une prison de luxe. On s'y sent bien et on veut pas en sortir. Et c'est justement sous l'ère de Tim Cook que l'écosystème prend toute son ampleur. Grâce à cette stratégie, Apple passe d'une valorisation de 300 milliards à plus de 3600 milliards de dollars. Cook n'a peut-être pas cette magie qu'avait Steve Jobs, mais il a transformé la marque en un empire financier. Après l'Apple Watch, Apple continue d'imposer sa vision. Les AirPods deviennent rapidement un objet culte, plus de 110 millions d'exemplaires vendus en seulement un an. Et avec eux, la marque ose une décision radicale, supprimer la prise jack. Un choix vivement critiqué, mais qui s'impose comme une évidence qui renforce l'écosystème. Mais en réalité, le vrai coup de maître, c'est les services. En 2012, ça représentait à peu près 1,2% du chiffre d'affaires, mais en 2024, ça pèse déjà 20%. Apple Music, iCloud, Apple TV+, l'App Store, et même l'Apple Card, développé en partenariat avec Goldman Sachs, qui fait d'Apple un acteur majeur de la finance. Et c'est là que réside la vraie force d'Apple, la fidélité des consommateurs. Comme j'ai déjà dit, acheter un produit Apple, c'est rentrer dans un cercle dans lequel tu ne pourras jamais sortir. Tu continues d'acheter encore et encore jusqu'à être complètement enfermé dans l'écosystème. Tes documents, tes photos, tes mails, tout est connecté.
Tout est pensé pour être simple, fluide et intuitif. Même le marketing suit cette logique. Leur site est simple, sans distraction et épuré, car Apple le sait. Si c'est compliqué, que tu réfléchis trop, tu vas voir ailleurs. Depuis le début, on évoque le marketing d'Apple et en quoi l'entreprise est devenue un empire financier, mais pourquoi certaines personnes disent que la marque s'essouffle. Déjà, revenons en 97. L'entreprise est au bord de la liquidation, Apple perd de l'argent et les produits ne séduisent plus. C'est alors qu'intervient une annonce inattendue, une collaboration avec Microsoft. Steve Jobs invite même Bill Gates lors d'un événement public. Pour les fans d'Apple, c'est une trahison. La scène est huée, c'est comme si PlayStation annonçait une alliance avec Xbox. Et pourtant, derrière cette décision, il y a une stratégie pure. À cette époque, Microsoft est accusé de monopole sur le marché, notamment avec Windows et Internet Explorer. Et en sauvant Apple, Bill Gates se sauve lui-même. Bah oui, parce que tant qu'il y a de la concurrence sur le marché, Microsoft n'est pas en position de monopole et peut continuer d'exercer son activité. On peut dire que c'est un deal gagnant-gagnant parce que Microsoft a fait une plus-value assez conséquente sur Apple, mais surtout ça a donné une bouffée d'oxygène à la marque. Apple survit, ressent son ADN sur le design et prépare son retour en force. L'ironie du sort dans tout ça, en sauvant Apple, Bill Gates a créé son ennemi ultime. L'entreprise qu'il aurait pu laisser mourir quelques années auparavant va devenir la société la plus puissante au monde. Si je te raconte ça, c'est pour montrer qu'Apple n'a pas toujours été dans une position de force. Mais aujourd'hui, ça donne quoi? Apple est une entreprise exorbitante, et ça, il n'y a pas de doute dessus. Avant, chaque année, les iPhones sortaient aux alentours des 650 €, mais à partir de l'iPhone 7, les prix explosent. L'iPhone 10 marque une hausse de 30% et malgré l'inflation tarifaire, l'innovation semble stagner. Si on prend Siri par exemple, à son lancement, c'était une révolution. Mais depuis, le logiciel n'a pratiquement pas évolué. En 2025, quand l'IA explose, Apple est totalement en retard. Et leur réponse dans tout ça, Apple Intelligence repoussée à 2026, avec une simple bêta réservée aux nouveaux iPhones pour limiter la casse. L'entreprise est obligée de signer un partenariat avec OpenAI et ChatGPT, qui est totalement un aveu de faiblesse. En réalité, depuis 2016 avec les AirPods, on n'a pas eu de réelle innovation depuis. Tu vas peut-être me parler du Vision Pro, censé révolutionner l'AirCook, mais il est perçu comme un gros flop, puisque sa production a été interrompue. Il y a des projets qui ont été annoncés, dont je suis sûr tu connais même pas l'existence, comme l'Apple Car, 10 milliards de dollars investis dans le projet Titan, pour rien. À cette époque, une rumeur parlait même d'un rachat de Tesla, mais l'opportunité a été manquée. Résultat, on a l'impression qu'Apple innove uniquement pour préserver ses marges, et non pas pour révolutionner le monde. Warren Buffett avait d'ailleurs conseillé à Steve Jobs de considérer Apple comme une banque, et c'est clairement ce que fait Tim Cook aujourd'hui. Avant, aller à la Fnac pour essayer les produits Apple, c'était magique, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'Apple n'étonne plus. Pour finir, il y a aussi un autre problème sur le plan géopolitique. Apple est la big tech la plus proche de la Chine, et quand Trump entre en guerre économique avec Pékin et bannit Huawei aux États-Unis, l'entreprise récupère leur part de marché, mais à quel prix? Cook tente de diversifier sa production vers l'Inde notamment, mais sa dépendance envers la Chine est trop énorme. Apple est piégé, trop proche de la Chine pour s'y affranchir, mais trop prudent pour s'y opposer. En clair, l'ère Cook, c'est une prison dorée. Les chiffres battent des records, Apple vaut plus que certaines nations, mais l'innovation, elle, semble stagner. Et c'est là tout le paradoxe. Apple a bâti son empire sur des produits qui redéfinissaient notre quotidien, mais aujourd'hui, elle vise surtout sur son écosystème et sa fidélité quasi religieuse. La vraie question, c'est celle-ci. Si Apple rate le coche de l'intelligence artificielle, est-ce que la marque la plus iconique du 21e siècle ne risque pas de devenir banale? Car une légende ne meurt pas d'un simple concurrent, elle meurt d'un seul danger, l'oubli. Le 5e épisode de Marketing de légende est terminé. Si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, c'est gratuit et ça aide vraiment. En tout cas, c'était Enzo et on se retrouve pour une prochaine vidéo de Marketing de légende.